bienvenue donc à toutes et à tous, mes sœurs, mes frères, dans ce temple, grand temple de la Grande Loge, aujourd'hui le temple Pierre Brossolette, depuis le 25 juin dernier, puisque c'était sa date de naissance et que nous avions souhaité commémorer sa naissance plutôt que son départ. On pourrait faire une allusion à travers lui à l'intolérance, mais ce sera peut-être pour tout à l'heure. J'essaierai de ne pas être trop long, mais je ne sais jamais combien de temps je vais vous parler et échanger avec vous, parce que comme vous êtes nombreux, qu'il y a 2 temples, d'où les questions pourront remonter, eh bien je pense qu'il faudrait que je sois un peu plus court qu'à l'accoutumée. Alors vous avez dit tolérance. J'avoue qu'on a beaucoup travaillé tout l'été sur cette question, on l'a retournée dans tous les sens, la tolérance, on est passé par l'intolérance, on est passé par au-delà de l'intolérable, on est passé par tous les stades, mais je me suis dit à l'arrivée, mais qu'est-ce que je vais dire sur « vous avez dit tolérance » ? Et quand je dis cette phrase, « vous avez dit tolérance », ça me fait penser à un film avec Louis Jouvet, le docteur Knock, « bizarre, vous avez dit bizarre, comme c'est bizarre ». Eh bien moi, j'aurais envie de dire « tolérance, vous avez dit tolérance, quelle inconscience ». Parce que, franchement, quand on regarde ce qui se passe en ce moment dans notre monde, on se demande où elle est passée, la tolérance. Alors, revenons au basique. Petite définition de la tolérance, du latin tolerantia, endurance, patience, résignation, c'est déjà moins bien, et qui vient de tolérare, supporter. Alors supporter, c'est encore à double sens. On peut supporter une situation qui ne nous convient guère, on peut aussi supporter un fardeau, un poids, et le faire volontairement. Donc la tolérance, ce serait l'action, l'attitude de supporter ou de ne pas interdire ce que l'on désapprouve et qu'on ne peut éviter. Ce serait aussi une dérogation admise à certaines règles, avec pour synonyme indulgence et compréhension. En matière de religion, de philosophie, de culture ou de politique, c'est la capacité à accepter, à respecter les idées et les sentiments des autres. Ça a un lien sans aucun doute avec la liberté de conscience. Dans le domaine de la morale, c'est de ne pas combattre ce que l'on n'admet pas parce que ça provoquerait des catastrophes encore plus grandes si on se mettait à partir au combat. Je vous passe la sociologie, je vous passe la physique, tout cela parle aussi de tolérance, la médecine également, selon qu'on est capable ou pas de recevoir une médication qui nous fait plus ou moins de bien. Donc plus intéressant, l'UNESCO. Alors l'UNESCO a fait une très belle déclaration sur la tolérance, et je vais vous la lire parce qu'elle est le fondement même de tout ce dont nous allons parler ce soir. Alarmés par la montée actuelle de l'intolérance, de la violence, du terrorisme, de la xénophobie, du nationalisme agressif, du racisme, de l'antisémitisme, de l'exclusion, de la marginalisation et de la discrimination à l'égard des minorités nationales, ethniques, religieuses et linguistiques, des réfugiés, des travailleurs migrants, des immigrants et des groupes vulnérables au sein des sociétés, ainsi que par l'augmentation des actes de violence et d'intimidation commis à l'encontre de personnes exerçant leur liberté d'opinion et d'expression, tout comportement qui menace la consolidation de la paix et de la démocratie au niveau tant national qu'international et qui constitue autant d'obstacles au développement. Soulignant qu'il incombe aux États membres de développer et de favoriser le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous, sans distinction fondée sur la race, le sexe, la langue, l'origine nationale, la religion ou l'existence d'un handicap, et de combattre l'intolérance, adopte et proclame solennellement la présente déclaration de principe sur la tolérance. Résolu à prendre toutes les mesures positives nécessaires pour promouvoir la tolérance dans nos sociétés, pour la raison que la tolérance n'est pas seulement un principe qui nous est cher, mais également une condition nécessaire à la paix et au progrès économique et social de tous les peuples, nous déclarons ce qui suit. Article 1er, signification de la tolérance. Point 1.1. La tolérance
est le respect, l'acceptation et l'appréciation de la richesse et de la diversité des cultures de notre monde, de nos modes d'expression et de nos manières d'exprimer notre qualité d'être humain. Elle est encouragée par la connaissance, l'ouverture d'esprit, la communication et la liberté de pensée, de conscience et de croyance. La tolérance est l'harmonie dans la différence. Elle n'est pas seulement une obligation d'ordre éthique, elle est également une nécessité politique et juridique. La tolérance est une vertu qui rend la paix possible et contribue à substituer une culture de la paix à la culture de la guerre. 1.2. La tolérance n'est ni concession, ni condescendance, ni complaisance. La tolérance est avant tout une attitude active, animée par la reconnaissance des droits universels de la personne humaine et des libertés fondamentales d'autrui. En aucun cas, la tolérance ne saurait être invoquée pour justifier des atteintes à ces valeurs fondamentales. La tolérance doit être pratiquée par les individus, les groupes et les États. 1.3. La tolérance est la clé de voûte des droits de l'homme, du pluralisme, y compris le pluralisme culturel, de la démocratie et de l'état de droit. Elle implique le rejet du dogmatisme et de l'absolutisme et conforte les normes énoncées dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. 1.4. Conformément au respect des droits de l'homme, pratiquer la tolérance, ce n'est ni tolérer l'injustice sociale, ni renoncer à ses propres convictions, ni faire de concessions à cet égard. La pratique de la tolérance signifie que chacun a le libre choix de ses convictions et accepte que l'autre jouisse de la même liberté. Elle signifie l'acceptation du fait que les êtres humains, qui se caractérisent naturellement par la diversité de leur aspect physique, de leur situation, de leur mode d'expression, de leurs comportements et de leurs valeurs, ont le droit de vivre en paix et d'être tels qu'ils sont. Elle signifie également que nul ne doit imposer ses opinions à autrui. Fin de citation. Eh bien, on pourrait imaginer qu'ils ont écrit cela avant-hier. Pas du tout. Ils ont écrit cette déclaration sur la tolérance le 16 novembre 1995. Cela fera bientôt 20 ans. Et quand on regarde notre belle planète à l'heure où nous vivons ensemble, on a quelques raisons de se dire qu'ils ont parlé à des sourds et que personne n'a rien entendu de ce joli message sur les droits de l'homme, la liberté d'expression, la tolérance mutuelle. Car y bien regarder, le monde d'aujourd'hui, celui de ce jour même, n'est pas vraiment un monde de tolérance ouverte. Elle est totalement intolérable, la tolérance du moment. Que l'on regarde les événements politiques, de ce qui se passe encore dans un certain nombre d'États du Moyen-Orient, où c'est le conflit, la lutte armée qui est au premier rang, quand ce n'est pas le fanatisme religieux. Que l'on regarde du côté de l'Europe, où on abat des avions qui, tranquillement, transportaient des passagers, en se trompant de cible, semble-t-il. Vous conviendrez avec moi qu'on n'est pas vraiment dans le créneau du respect de l'autre et des droits de l'homme. Quand on regarde dans d'autres domaines l'état de notre planète, actuellement, un virus est en train d'effrayer la chronique en Afrique de l'Ouest. On va se donner les moyens, paraît-il. Il y en a entre 6 et 9 mois à venir avant peut-être de maîtriser la situation. Des frontières se ferment, des compagnies aériennes, évidemment, n'atterrissent plus dans les lieux en question. Ça pourrait se débattre. Quand on regarde ce que nous dit le GIEC, c'est-à-dire ceux qui s'intéressent à l'état du climat et qui nous expriment leurs inquiétudes, puisque leurs dernières études semblent conforter un peu plus les précédentes, à savoir que nous sommes en train, nous les humains,
de saper la branche, de scier la branche sur laquelle nous sommes assis, notre petite planète bleue. Alors bien sûr, on peut contester le GIEC, certains n'y ont pas manqué il y a quelques années, mais enfin, pour l'heure, ils font référence en la matière et leurs études, semble-t-il, tendent à confirmer ce qu'ils avaient déjà dit quelques années plus tôt. Que l'on lise la déclaration d'une association qui s'appelle Global Footprint Network et qui nous disait il y a quelques jours, très précisément le 21 août, c'est-à-dire il y a vraiment peu de temps, que nous avions déjà consommé tout ce que notre planète peut produire en un an. Vous conviendrez qu'on a un vrai souci avec les ressources naturelles. C'est donc ce samedi 21 août qui marquait une limite symbolique en tant que jour du dépassement. Nous avons ce jour-là entièrement consommé le budget écologique annuel de la Terre, si l'on en croit cette association, sachant que les années précédentes, il faisait le même constat, mais qu'il avait fallu d'abord attendre fin octobre, puis encore antérieurement fin novembre. Bien maintenant, nous sommes arrivés au 21 août, pourvu qu'on n'arrive jamais au 1er janvier. On aura un vrai problème. Alors, il faudrait aussi parler d'un certain nombre de situations, tout aussi planétaires, tout aussi transfrontalières. Je vais vous en donner 3, il y en a peut-être d'autres au passage qu'on pourrait nommer. Le nucléaire sans frontières, les tsunamis indécis, les volcans insolents et la Terre qui désespère. Voilà une vision, vous allez me dire, bien apocalyptique, bien négative, bien sinistre, du grand maître de la Grande Loge sur l'état du monde. Mais trouvez-moi des raisons d'espérer. C'est pas pour rien que j'ai pris une pochette verte, qui est la couleur de l'espérance. Ça fait partie aussi du cheminement des francs-maçons. Donc, comme nous disons parfois dans certains de nos rituels, gémissons, mais espérons. Le monde d'aujourd'hui donc ne va pas bien, et l'on voit bien que tout le monde essaie de le faire aller mieux, mais sans vraiment qu'il aille mieux. La preuve, la déclaration de l'UNESCO, 1995, 20 ans après, rien n'a changé, et on pourrait presque même dire que c'est pire qu'à l'époque, à travers tous les événements que j'ai rappelés, dont certains sont arrivés à notre connaissance depuis, et dont d'autres n'ont toujours pas trouvé de résolution à l'échelle des humains. Alors pour un franc-maçon, parce que quand même on n'est pas là pour parler politique, après ce petit rappel historique, pour un franc-maçon de la Grande Loge de France, dont la grande majorité pratique le rite écossais ancien et accepté, est-ce qu'il y a un endroit où l'on trouve le mot de tolérance? Eh bien oui, c'est dans la déclaration du convent de Lausanne, qui lui date de 1875. Que disait-il donc, ces braves frères, en 1875? Il disait ceci: la franc-maçonnerie proclame, comme elle l'a proclamé dès son origine, l'existence d'un principe créateur sous le nom de grand architecte de l'univers. Point. Final. À cette première phrase, qui mérite qu'on s'y arrête un peu. L'existence d'un principe créateur sous le nom de grand architecte de l'univers. Vous aurez noté qu'il y a un mot qui est totalement absent de la définition, Dieu. Et pourtant, au XVIIIe siècle, toutes les loges ouvraient leurs travaux à la gloire de Dieu, voire de Saint Jean d'Écosse, et voire même adressaient des prières à Dieu, grand architecte de l'univers. C'était 2 en 1 au XVIIIe siècle. Et là, voilà qu'on tombe sur une déclaration qui dit que ça n'est plus 2 en 1, non, ce sont 2 choses séparées. Alors on pourrait penser que ça n'est pas suffisamment précis, que ça n'est pas ce qu'il conviendrait d'écrire. Certaines obédiences, d'ailleurs, continuent de dire le grand architecte de l'univers qui est Dieu. Mais ce convent de Lausanne, auquel nous nous référons, nous, à la Grande Loge de France, ne le dit pas. Il parle d'un principe créateur sous le nom de grand architecte de l'univers et ne dit rien d'autre. Cela est en cohérence avec notre Constitution, qui dit dans son chapitre 1er que dans sa quête de la vérité et de la justice, un franc-maçon, de la Grande Loge bien sûr, n'accepte aucune entrave
et ne s'assigne aucune limite. Alors bien sûr, si le franc-maçon de rite écossais, tel que nous le pratiquons, cherche la vérité, il ne peut pas la détenir, il ne peut donc pas se référer à aucun dogme quelconque, quel qu'il soit, d'où qu'il vienne, et il doit garder, ou du moins ouvrir, et les yeux et son esprit. Et c'est en partie à cela que nous invite, que nous appelle l'initiation maçonnique. Et puis ensuite, la phrase suivante, c'est la franc-maçonnerie, donc, n'impose aucune limite, je viens de vous le dire, à la recherche de la vérité, et c'est pour garantir à tous cette liberté qu'elle exige de tous la tolérance. La voilà qui réapparaît, la tolérance. Mais la tolérance au sens maçonnique du mot, ça n'est pas tout à fait la même chose qu'au sens que j'ai développé auparavant. En quoi est-ce que ça peut bien consister d'être tolérant dans une loge maçonnique? Peut-être qu'il faut s'en rapporter à ce que dit un certain Goethe. Il dit ceci: la tolérance ne devrait être qu'un état transitoire. Elle doit mener au respect. Alors peut-être que c'est dans ce sens d'un état transitoire que nous avons été un jour initiés dans une loge, de la Grande Loge, et que l'on nous a demandé justement, vis-à-vis de nos frères, d'être tolérants, c'est-à-dire dans un premier temps de les prendre tels qu'ils sont, de les supporter, s'ils ont quelques travers à nos yeux, si on ne partage pas la même opinion, si l'on n'a pas les mêmes points de vue, bref, si l'on n'est pas fondamentalement en harmonie, en accord. C'est peut-être ça, le premier degré de la tolérance en maçonnerie. Et c'est bien pour ça que l'initiation est considérée pour nous comme une nouvelle naissance, une renaissance. D'ailleurs, tout nous y invite, tout nous le dit. Je ne vais pas trahir de secret, vous savez qu'au soir de l'initiation, il n'y a qu'à regarder les gravures de toutes les époques, on est reçu dans le temple les yeux bandés, tout comme on a été les yeux bandés dans une épreuve précédente, celle du fameux bandeau, justement. Nous sommes donc dans le noir et on va demander de la lumière. Les francs-maçons seraient, dit-on, des fils de la lumière, ou fils de lumière. Bien, soit, acceptons-en le principe et l'idée. Nous avons donc demandé la lumière et nous l'avons, d'une certaine manière, recouvrée. Mais si l'initiation est vraiment ce que l'on en dit, à savoir une renaissance, une transformation de l'individu profane, celui qui a été créé, constitué, reçu, apprenti franc-maçon dans une loge juste et parfaite, alors si l'initiation est bien cela, eh bien c'est bel et bien une nouvelle vie qui commence. Je vous passerai les détails par lesquels nous montrons à celui qui vient d'être reçu que tout cela est bel et bien une nouvelle vie. Les frères et les sœurs initiés parmi vous savent très bien à quoi je fais allusion, il n'est pas nécessaire de le développer. Quant à celles et ceux qui ne sont pas frères ou sœurs, eh bien comme je vous souhaite un jour de le devenir, vous aurez l'occasion de le vérifier par vous-même si le cœur vous en dit. Et donc pour que cette tolérance puisse se faire lorsque l'on est reçu apprenti, qu'une nouvelle vie donc s'ouvre à nous, il faut bien prendre en compte que ce n'est pas une fois de temps en temps. Nous sommes nés une fois pour toutes de notre naissance biologique. On n'est pas né de temps en temps. On est né un beau jour, avec une date de naissance, une heure de naissance, dans un lieu précis, et ça va être comme ça jusqu'au bout, jusqu'à ce que nous disparaissions. Bien, je pense qu'il en est de même pour un franc-maçon. Si l'idée est qu'il est rené, né à nouveau, à une autre forme de vie, à une autre compréhension du monde, à une autre ouverture sur le monde, alors c'est 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, jusqu'à ce qu'il disparaisse à son tour. Et là, le profane d'hier rejoindra le maçon d'aujourd'hui. Ce sera la même mort pour les deux. Quoique peut-être pas. Parce que les francs-maçons réfléchissent beaucoup sur l'histoire de la mort, puisque cette première initiation est déjà une mort à celui d'hier, qui va vouloir essayer d'être différent demain. Et l'initiation, donc, c'est un parcours difficile, c'est un parcours complexe.
Et c'est bien pour apprendre à tolérer l'autre, à tout le moins, dans le grade d'apprenti, que nos apprentis ont cette liberté extraordinaire d'avoir le droit de se taire, d'avoir même le devoir de se taire. Quand on est apprenti, on n'a pas la parole en loge. C'est un privilège extraordinaire. Quand on interroge les apprentis, et je l'ai été moi-même il y a 38 ans maintenant, je trouvais ça tout à fait étrange, que je ne puisse rien dire, enfin. C'est incroyable. On ne peut même pas donner son avis dans cette maison. C'était la première réflexion, mais après coup, je me suis dit, mais quel bonheur de n'avoir rien à dire, de se contenter d'écouter ce qui se dit des autres, ce que les autres ont à me dire, et d'apprendre au fil du temps, au fil des mois, voire des années pour certains, à accueillir la parole de l'autre. Et puisque je n'ai pas à le contredire, et si j'essayais de me couler dans le moule de sa parole, dans ce qui génère sa parole, dans les raisons pour lesquelles il me dit ce qu'il dit, que je ne partage pas forcément avec lui, mais que je peux peut-être prendre en compte. C'est peut-être là le premier apprentissage de la tolérance, ce grade d'apprenti. Alors je n'irai pas plus loin que l'apprenti parce que ça me paraît fondamental. Et il va falloir non seulement tolérer ses frères, à supposer qu'il y en ait d'intolérables, qu'on les supporte, ou qu'ils nous fassent subir ce que nous n'avons pas envie de vivre, encore que je veux croire que dans une loge, ça ne soit juste pas possible. N'est-ce pas, mes sœurs et mes frères? Mais, au-delà de ça, toujours dans ce convent de Lausanne, il y a une deuxième idée force, et qui recoupe celle de la tolérance. Voici cette deuxième partie. Pour relever l'homme à ses propres yeux, c'est vous dire qu'on était tombé bien bas. On avait besoin d'être relevé à nos propres yeux. Pour le rendre digne de sa mission sur la terre, la maçonnerie pose en principe que le Créateur suprême a donné à l'homme, comme le bien le plus précieux, la liberté. La liberté, patrimoine de l'humanité tout entière, rayon d'en haut qu'aucun pouvoir n'a le droit d'éteindre ni d'amortir, et qui est la source des sentiments d'honneur et de dignité. Apprendre la liberté. Revenons un peu sur le texte. Pour le rendre digne de sa mission sur la terre, avons-nous une mission sur la terre qui soit écrite quelque part? Oui, pour ceux qui ont la foi, et quelle que soit la tradition dans laquelle ils s'inscrivent, il y a sûrement une mission écrite sur la terre. Mais me direz-vous pour les autres? Ceux qui ne croient pas, ceux qui ne se posent pas de questions, y a-t-il pour les hommes une mission sur la terre? Il y en a une qui me semble évidente, c'est que la vie continue sur la terre. Et on va retomber dans toutes les questions que j'ai évoquées au tout début de mon propos. C'est que l'humanité continue sur la terre et qu'elle se donne les moyens de continuer, effectivement, sur cette terre. Et là, nous n'y sommes pas tout à fait. Et la liberté, patrimoine de l'humanité tout entière. Je ne reviens pas sur les événements cités plus haut, on voit bien que ce n'est pas le cas, pour un tas de raisons, politiques, militaires, religieuses, de tous ordres. La liberté n'est pas encore un patrimoine de l'humanité tout entière. Alors bien entendu, on pourrait discuter sur le rayon d'en haut, parce qu'un rayon d'en haut, ça voudrait dire que ça vient d'ailleurs, et quand on dit d'en haut, en général, on pense toujours à une entité transcendante, divine parfois. On pourrait aussi faire le pari que cette dimension verticale de l'en haut est une nécessité. Je l'ai déjà dit, mais je vais le redire. C'est très précisément la condition que Régis Debray met à la possibilité d'une fraternité. Non pas une fraternité du même, mais une fraternité qui ferait du même avec de l'autre. Une fraternité qui ferait d'un tas un tout, pour reprendre ces expressions. Et c'est très précisément le but de la franc-maçonnerie que de réussir à essayer, en tout cas, voire à parvenir à s'approcher de cette fraternité universelle. D'ailleurs, c'est au nom d'une franc-maçonnerie universelle
que nous ouvrons nos travaux. Vous savez comme moi qu'elle ne l'est pas. Qu'à cela ne tienne, on peut toujours essayer de la rendre un peu moins non universelle, un peu plus large, un peu plus grande, un peu plus vaste, et par conséquent, sans vraiment avoir à refermer ce qui est déjà ouvert. Ouvrir des portes, ce serait la rendre un peu plus universelle. C'est un autre sujet. Alors, initiation donc, renaissance, écoute, respect, vous l'imaginez bien, ça ne se fait pas du jour au lendemain, parce que ce respect de l'autre va supposer qu'auparavant nous ayons fait le travail sur nous-mêmes. Et ce travail sur nous-mêmes prend toute une vie. Il n'est jamais achevé, jamais achevé. Quel que soit le parcours que nous ayons pu faire à travers les différents degrés du rite, et ils sont nombreux, quels que soient ceux que nos pères ont bien voulu nous donner ou partager avec nous, ce travail du premier degré n'est jamais achevé. Continuer de s'interroger sur ce que je suis, sur qui je suis, et sur tout ce qui m'a constitué comme humain, devrait être la pierre de touche de tous les enseignements du monde. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Nos écoles, quelles qu'elles soient, nos universités, nos facultés, en général, ou fort peu, nous invitent à nous interroger sur ce qui nous a fait ce que nous sommes. Je vais revenir à un de mes thèmes favoris. Savons-nous seulement qui nous sommes, ou ce que nous sommes? Nous croyons le savoir, à travers un nom, un prénom, une date de naissance, un métier, des études, des diplômes, que sais-je encore, une histoire de famille, une religion, si elle en avait une et qu'elle nous l'a transmise. Mais comme je le dis souvent, nous n'avons rien choisi de tout cela. Tout cela nous a été offert. Nous avons becqueté ici et là, pris ceci, conservé cela, rejeté autre chose. Mais à quel moment avons-nous été libres des choix d'origine? Je ne reviendrai pas sur Maxime Le Forestier, et on ne choisit pas ses parents, on ne choisit pas sa famille, vous la connaissez comme moi maintenant. Je la cite souvent, celle-là. Mais elle répond bien à une véritable quête de savoir qui je suis. Et c'est peut-être là, justement, que commence la tolérance, parce que si dans une loge, l'autre est différent, qu'il ne pense pas comme moi, qu'il n'a pas la même culture que la mienne, qu'il n'a pas non plus la même religion, à supposer que j'en ai une, alors c'est peut-être là que je vais pouvoir me dire enfin, bon sang, mais c'est bien sûr, si je me mets à sa place, ce que nous offre le degré d'apprenti, puisqu'on n'a rien à dire et rien à défendre, si je me mets à sa place, il a comme moi une religion, il a comme moi des certitudes, il a comme moi une histoire qu'il a construite, ce frère, mais ce n'est pas la même. Et si je me mets à sa place, alors peut-être qu'il me regarde, lui, moi, avec ses yeux, à lui, et qui me reproche peut-être les mêmes choses que celles que je serais amené à lui reprocher. C'est peut-être là que va commencer le respect de l'autre, dans sa différence, dans toutes ces différences, dont on nous dit qu'elles nous enrichissent. Je ne vais pas ce soir vous reposer la question parce que je n'ai pas de caméra au Franklin Roosevelt. J'aurais bien aimé, l'Assemblée est encore plus vaste que jamais, vous demander ce que vous pensiez, de loin de me léser mon frère, ta différence m'enrichit. Est-ce qu'on a une sono qui fonctionne avec le Franklin Roosevelt, vénérable? Est-ce qu'on pourrait avoir un retour du frère qui préside au Franklin Roosevelt, s'il en est un? Alors que ceux et celles d'entre vous qui ne sont pas d'accord avec cette jolie phrase de Saint-Exupéry lèvent la main. Je vous la rappelle quand même avant. Loin de me léser mon frère, ta différence m'enrichit. À vous de lever les mains si vous n'êtes pas d'accord. Devant moi, au grand temple, Pierre Brossolette, il n'y en a pas. Derrière moi, à l'Orient, il n'y en a pas davantage. Y aurait-il une ou un téméraire au Franklin Roosevelt? Nous n'avons pas de retour. Pas de retour. J'imagine qu'il en est de même, donc. Eh bien, je vais vous faire comme d'habitude.
Pas d'accord? Non. La différence, dont d'ailleurs parlait l'UNESCO tout au long de son texte, respectable, qui doit être respectée au nom des droits de l'homme, de la dignité humaine, du respect de l'autre. Mais la différence, elle nous enrichit, oui, sauf quand elle nous dérange, quand elle nous ennuie, quand elle nous emmène en bateau. Et là, ça ne nous arrange plus du tout, ça ne nous enrichit pas davantage, ça nous met en colère. Je vais revenir à un bel exemple, parce qu'il est quand même magnifique, celui d'il y a un an, où la différence était à l'ordre du jour avec une manifestation qui s'appelait le mariage pour tous. Ben dites donc, la différence, ça n'enrichissait pas grand monde, en tout cas pas tous ceux qui étaient dans la rue. Hein. Ben, comme quoi, je ne suis pas le seul à penser que ça n'enrichit pas. Ça, c'est le niveau 0, et même en dessous de la ceinture, de la réflexion de l'apprenti franc-maçon. En dessous de 0, parce qu'évidemment, c'est l'autre qui lui pose problème, et c'est à l'autre qu'il s'en prend. Il n'est pas tolérant. Et il lui colle sur le dos ses convictions, ses croyances, ses préjugés. En psychologie, ça s'appelle projection. Je te jette à toi ce qui devrait m'interroger moi, et c'est pour ça que c'est le niveau 0 de la réflexion d'un maçon, y compris d'un apprenti. Parce que la vraie question à se poser, c'est qu'est-ce que ça dérange en moi, la différence de l'autre? C'est toujours mon questionnement à moi, l'autre, le différent, ou la différente, soyons clairs. Que ce soit dans ses choix, dans sa vie, dans sa foi, dans son habillement, tout est possible. Qu'est-ce que ça dérange en moi? C'est ça la première question que nous devrions nous poser. Et je veux croire qu'on se la pose, nous les maçonnes et les maçons. Pourquoi je ne suis plus rangé comme avant? Qu'est-ce que ça a fait bouger? Qu'est-ce que ça a déplacé? Qu'est-ce que ça a remis en question de moi? La différence de l'autre. Et si je me fais vraiment ce petit travail, alors peut-être que je vais comprendre que, pas que j'avais émis peut-être un jugement un peu hâtif, un préjugé, parce que je n'avais pas cherché à comprendre, c'était pas conforme à ce qu'on m'avait appris, ce n'était pas conforme aux valeurs familiales qu'on m'avait transmises. Mais est-ce que les valeurs familiales sont la clé de voûte et l'absolu de tout? Est-ce que je n'ai pas le droit d'en changer pour moi-même? Si je suis René, peut-être que oui. Est-ce que c'est contraire à ce que disent les docteurs de ma foi, quelle que soit la foi en question? Mais au nom de quoi est-ce qu'ils vont me dire ce qui est juste ou qui ne l'est pas? En tant que franc-maçon, n'acceptant aucune entrave à la recherche de la vérité et de la justice, j'ai le droit aussi, et peut-être même le devoir, de remettre tout ça en question. Eh bien, si le travail est fait de cette rencontre avec soi-même à propos d'une différence qui appartient à l'autre, peut-être qu'on est sur le chemin qui mènera à une certaine forme de sagesse, d'un peu plus d'ouverture à l'autre, d'accueil de l'autre, j'allais dire de respect, mais de respect réel, pas de respect écrit dans les textes, encore que qu'il soit écrit dans les textes, on ne va pas s'en plaindre, c'est le minimum, mais d'un respect qui se fait jour en nous, au fil des jours, des mois, des années passées dans la loge, parce qu'on a finalement non pas compris avec sa raison, mais compris en soi, dans son cœur, j'allais dire, que cet autre, bien que différent, et fort heureusement, m'enrichit effectivement de ces différences, même si elles me dérangent encore un peu. Parce que si elles me dérangent encore un peu, mais elle m'invite à continuer ma réflexion et à ne pas penser que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles, qu'il y a encore un travail à faire, encore quelques pas à faire en avant vers l'autre, à échanger peut-être, ce que je n'aurais peut-être pas fait avant, et à apprendre à aller vers l'autre à égalité. Encore un concept que l'on aime bien, l'égalité, avec la liberté. En égalité en tant qu'humain, même si dans la société, lui, elle, moi, occupons des fonctions différentes, avons une hiérarchie, une place dans la hiérarchie sociétale différente, encore que là encore,
On pourrait s'interroger de bon droit sur cette hiérarchie dans nos sociétés. Sur quoi tient-elle? Est-elle légitime? Et au moment d'une rencontre cœur à cœur, et pas corps à corps pour une fois, avec l'autre, est-ce qu'il ne serait pas temps d'oublier la hiérarchie et de se mettre au même niveau? Le niveau, nous voilà arrivés au grade de compagnon. Nous étions sur le fil à plomb jusqu'à maintenant, voilà le niveau qui arrive. Et le niveau, alors c'est le merveilleux endroit pour essayer justement d'avancer sur cette tolérance de l'autre, parce que là on est compagnon. Et quand on est compagnon, un peu plus éclairé, petit cours de maçonnerie basique pour ceux qui n'en sauraient rien, à ma droite, donc sur la colonne de gauche pour moi, de droite pour moi, et pour ceux qui sont dans le temple, côté du nord. L'Orient étant derrière, le nord est à ma droite. Eh bien pour ceux-là, évidemment, ils sont un peu dans l'ombre encore, parce qu'ils n'ont pas compris, ils sont priés de revenir sur eux-mêmes, je l'ai dit, hein, c'est la fameuse introspection, regarder à l'intérieur de soi, qui suis-je, d'où vais-je, où viens-je, où cours-je, etc., etc. Ça, c'est le premier degré, on n'a pas besoin de beaucoup de lumière, puisqu'il faut plonger dans ses propres ténèbres. Par contre, au second degré, un peu plus éclairé, donc au midi, il y a plus de lumière, tout ça est parfaitement cohérent. Eh bien, au midi, là, on travaille avec les autres, sur le niveau, à égalité pour le coup. Les compagnons sont des gens qui partagent le pain, c'est l'étymologie du terme, et donc ils vont devoir s'entendre, ils vont devoir échanger, parler. D'ailleurs, ceux-là ont droit à la parole en loge. Au passage, une petite remarque, quand ils sont compagnons, ils ne parlent plus. Ils ont droit à la parole, mais en général, ils ne la demandent pas. C'est le vénérable qui est forcé d'aller les chercher en disant « Mon frère, X, Y, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?» Bon, vénérable maître, la prochaine fois peut-être. D'ailleurs, pour aller encore plus loin, lorsque les mêmes frères, et j'imagine que chez nos sœurs c'est exactement le même processus, lorsqu'on devient maître maçon et qu'on a la parole et le droit de vote, alors le vote ça va bien, aussi le vote ça va bien parce que comme on a des boules dans les mains, une noire, une blanche, et qu'on la met discrètement dans une urne, on est tranquille. Mais il y a toujours cette difficile question de prendre la parole pour dire ce qu'on pense. Dire ce qu'on pense vraiment, pas ce que l'on pense qui va faire plaisir au groupe. Franchement, on n'est pas là pour ça. Pour justement donner notre différence dans le propos, sinon ça ne sert à rien. Si c'est un troupeau qui dit partout la même chose, on va se retrouver avec la tour de Babel et ça ne nous arrange pas du tout. Non, non, chacun est prié en loge de dire sa vérité. La sienne. On ne dit pas que c'est la vérité, mais sa vérité à lui au moment où il l'a dit. Sachant que dans 6 mois, 1 an, 10 ans, elle aura peut-être changé. Elle aura peut-être bougé encore, puisque s'il fait bien le travail, il va forcément avancer sur les voies de cette sagesse et de cette connaissance dont nous ne cessons de nous régaler. 2 fois par mois, au moins, 24 heures sur 24, toujours. Oui, non, mais j'y tiens beaucoup à ce 24 heures sur 24, parce que... Non, je ne vais pas vous raconter Yulia. Beaucoup trop l'ont déjà entendu. Pour ceux qui ne l'ont pas entendu, Yulia, c'est une petite patineuse russe de 15 ans que vous avez vue à Sotchi, superbe, comme on l'est à 15 ans évidemment, entre la petite fille, la jeune femme, dans cet entre-deux extraordinaire, formidable technicienne, époustouflante, qui allie la force et la souplesse, 2 qualités qui dans le sport en général ne vont pas ensemble. Quand on a un peu de l'un, on n'a pas beaucoup de l'autre, et réciproquement. Elle a les deux, la petite Yulia, ça ne lui pose pas de problème, elle vous fait des pirouettes sur une jambe avec l'autre à la verticale, il faut être souple, hein, surtout quand on est sur la glace et qu'on tourne, il faut avoir de l'équilibre et donc de la force pour tenir. Elle a tout ça. Elle saute comme un cabri. En général, les patineurs, les patineuses, on les voit qui font une préparation de 3-4 mètres avant de sauter. On dit ça y est, elle va sauter, elle va sauter. Et ils sautent en général. Elle, pas du tout. Elle saute d'un seul coup, au moment où vous n'y attendez pas du tout. Elle vous fait un double lutz ou un triple, et puis derrière, elle vous colle un double flip, et puis derrière, elle vous colle encore autre chose, des fois que vous n'auriez pas compris qu'elle savait faire. C'est ça, Yulia Lipnitskaya. Et si vous ne me croyez pas, allez la retrouver sur Internet, vous verrez, il y a plein de vidéos d'elle, c'est superbe. Bref, cette petite atout, elle a même la grâce en plus, parce que quand elle est dans son programme, elle est dedans.
On n'a même plus le sentiment qu'elle est en compétition pour un titre ou quelque chose, non. On a l'impression qu'elle vit pleinement ce qu'elle nous offre. L'initiation, à propos, c'est du vécu, et rien d'autre. Tout ce qui n'est pas du vécu, c'est de la littérature, c'est un peu plus de savoir, sans aucun doute, mais c'est pas vraiment de l'initiation. Donc la petite Julia, ce soir-là, elle est comme d'habitude, époustouflante, comme d'habitude. Elle commence par dessiner un cœur sur la glace, elle finira d'ailleurs par la même figure, à part que programme Dame Cour, c'était ça que je regardais ce soir-là à la télévision. Programme Dame Cour, il y a un problème, c'est que si vous avez un souci dans votre programme, vous ne pouvez pas recommencer la figure que vous n'avez pas réussi. Et qu'il y a des figures imposées, dont le triple flip. Le triple flip que la petite Julia fait tous les jours depuis des années, à l'entraînement, comme mes frères se rasent le matin en pensant à autre chose, ou comme vous, mes sœurs, peut-être vous vous maquillez en pensant aussi à autre chose. La petite Julia fait cela merveilleusement bien. Et ce jour-là, elle est tombée. Pas de titre olympique. La patinoire en émoi. C'était en Russie, je vous le rappelle. Heureusement, c'est une autre jeune Russe qui a eu la médaille d'or du patinage dames, mais pas Julia. Elle est tombée. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais nom d'un chien, combien de jours, j'allais dire combien d'heures, combien de mois, combien d'années elle a passé sur la glace, la petite Julia, pour arriver à ce niveau exceptionnel, que personne à l'heure qu'il est, à mon sens, n'est encore capable de lui ravir, puisqu'elle a tout, depuis qu'elle a 5 ans. Tous les jours, sur la glace, à 4 heures du matin, quand elle est encore fraîche, et probablement aussi le soir. Et je me disais en regardant ça, mais nous les maçons aussi, vous êtes concernés autant que nous, mes sœurs. Nous les maçons qui nous réunissons 2 fois par mois, on trouve que c'est bien, parce qu'un jour on nous a dit vous êtes des initiés, et comme on nous l'a dit et qu'on nous l'a montré par une cérémonie qui en témoigne, on était convaincus que c'était fait. Nous les maçons, 2 fois par mois, c'est bon. Allons, c'est une plaisanterie. C'est forcément 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, aussi ce que je vous disais au début. Et pour ceux qui auraient des doutes sur l'engagement profond des francs-maçons, relisez donc ce qu'il y a à la sortie de ce temple, le petit panneau qui est en face de la sortie, qui est dédié à Pierre Brossolette. Quand on me dit que donner sa vie pour l'ordre et les valeurs de l'ordre, c'est du domaine du symbolique, je deviens totalement intolérant. Et je dis à mes frères, allez donc demander à Pierre Brossolette si pour lui c'était symbolique. Puisqu'il est mort pour la liberté, pour l'égalité, contre la barbarie, contre l'intolérance, qui est notre sujet du jour, à rebours, en creux. Voilà un exemple parfait d'un maître maçon. Il y en a d'autres, il y en a plein d'autres, je ne vais pas vous les citer tous. Il y a aussi des sœurs, et puis des femmes et des hommes qui n'étaient pas ni des frères ni des sœurs, mais qui se sont battus jusqu'au bout pour ce même idéal-là de liberté pour tous. Et si nous sommes présents, vivants, vous et moi aujourd'hui, si la franc-maçonnerie existe encore de par le monde aujourd'hui, c'est sans doute à celles-là, à ces femmes-là et à ces hommes-là qui sont en train de nous quitter, pour ceux qui ont survécu, que nous devons être présents dans les temples. Parce que sans eux, peut-être que c'est la barbarie qui aurait triomphé, l'intolérance qui aurait triomphé, celle que nous voyons partout dans le monde en ce moment. Alors voilà pourquoi la tolérance, vous avez dit tolérance, ça m'a posé problème quand j'ai commencé à y réfléchir. Nous n'avons pas de tolérance, mais nous avons à l'égard de toutes les doctrines le respect de la personnalité humaine, de l'esprit qui s'y développe. C'est Jean Jaurès qui a dit ça, en 1910. Nous fêtons le siècle de son assassinat. Comme si tous ceux qui prêchent un message d'ouverture, et ça aussi je le dis souvent et je les cite souvent, étaient appelés à ne pas aller plus loin que un canon de fusil ou de revolver,
Jaurès assassiné, pas le seul. Je vais vous en donner un autre, je pourrais vous en donner bien d'autres. Mais un autre qui, comme lui, a été assassiné, Gandhi. Et puis pour finir, et ce sera le mot de la fin, comme ça nous allons pouvoir ensemble débattre, converser, un troisième, celui qui avait a dream à New York, à Washington, pardon, il y a quelques années, en 68. Nous, c'était Peace and Love. Il a dit ceci, et je pense qu'il a bien dit, nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons mourir tous ensemble comme des idiots. Et je pense qu'il avait bien raison. J'ai dit, vénérable maître.